Bonjour. Comment ça va? Hop là. Yo. Où ça? Ici, là. Je suis là. Coucou. Ouais, allez, hein, c'est bon. Les cheveux font de nouveau n'importe quoi, le son aussi. Et je suis toujours crevé. Hop là. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Non, ça. Bon, pour le micro, écoutez, je sais pas où le foutre. Voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier, hein, vraiment fort, parce que où que je le mette, ça va pas. Soit il est trop loin, soit il est pas assez loin, soit il est dans le décor, et du coup, voilà. Là, j'ai pris une boîte plus grande pour le surélever, pour le mettre plus en face de moi. Sauf que oui, mais j'ai mon PC là. Je peux pas le mettre devant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Et mon cerveau n'est juste pas capable d'y penser aujourd'hui, voilà. Donc j'ai juste pris une boîte plus grande pour le surélever, mais du coup, dès que je m'éloigne un peu, on m'entend. Voilà. Voilà, voilà. C'est chiant. Voilà, voilà. C'est très très chiant, mais bon. Et donc oui, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire que ce qu'il y a dans le titre. Hein. Vous vous souvenez de l'oiseau dans Kirikou? Eh ben je l'ai trouvé sur internet. Et il est beau, voilà. Il est beau et j'ai trouvé... j'ai trouvé des infos dessus. Et voilà. Il y a un article qui a pop il y a pas très longtemps en rapport avec avec ce piaf là. Voilà. Et moi quand j'étais petit et que je regardais Kirikou, je n'avais pas compris que c'était une vraie espèce. Je pensais que c'était un truc un peu... Voilà quoi, c'était pour faire joli. Mais non, pas du tout. Cette espèce existe. Elle existe totalement. Et ouais. Donc voilà. Sachez, sachez. D'ailleurs, on le trouve pas forcément que en Afrique, là où on aurait pu supposer que... Mais non, pas forcément que là-bas. C'est le lieu du film, quoi. Mais non. On le trouve aussi un peu plus par chez nous. J'arrive pas à savoir si le son va fort ou pas, parce que comme je bouge tout le temps, bah je sais pas. Je vais encore baisser un peu le... Mieux vaut avoir pas assez de son de fond que d'en avoir trop. Si je finis par plus m'entendre, c'est chiant. Donc ça, déjà. Et ensuite... Voilà. Bon, côté pour la synchronisation, ça devrait aller. Ouais, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je repasse à l'ancienne, à la boîte plus petite ou pas? Parce que là, du coup, il est plus vers le haut, donc plus vers ma tête. Donc c'est bien. Si je parle comme ça, c'est super, on peut aller super bien. Oui, moi, je passe mon temps comme ça. Et avec la boîte plus petite, en fait, je peux mettre la... Regardez. Avec la boîte plus petite, je peux mettre le truc. Parce que je peux pas monter mon bureau plus haut, c'est con, mais c'est comme ça. Et... Là. C'est sûr que c'est pas la même taille, hein. Voilà. Mais sauf que du coup, là, vous êtes en face de moi et... le micro est en face de moi et je peux... Voilà. Mais sauf que j'ai pas de boîte entre les deux, j'ai pas de taille de boîte entre les deux. Ça fait fort chier. Et je vais pas claquer du pognon là-dedans, ça va bien. Merde. Hein? Oh. Ouais. Donc voilà, je ne sais que faire. Alors, je vais déjà faire un truc comme ça. Et... Bref, allez. Et vas-y, mon cerveau refuse de coopérer aujourd'hui, j'ai dit. Hein. Voilà. Donc, vas-y, je pense qu'on va faire comme ça quand même, c'est moins chiant, mais ça pète les couilles un peu. Un peu quand même, hein. Voilà. Du coup, je suis quand même plus loin du micro, mais quand même plus proche en même temps. C'est compliqué. Écoutez, on va rester comme ça pour cette fois. De toute façon, j'ai parlé dans le micro avec l'autre boîte, donc je verrai bien ce qui est le mieux. Ce qui est le plus confortable, en tout cas, c'est celle-ci, hein, ça c'est clair. Sinon, je suis trop loin du micro, en fait, debout. Et c'est très chiant. Et oui. Et c'est très très chiant. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, on va faire avec un compromis comme ça. On verra bien plus tard. En fait, je peux faire comme ça, mais là, ça va être très très casse-couille, quoi. Pour moi. J'ai déjà pas des masses de place, bon, ça va être chiant très vite, quoi. Un truc comme ça, à peu près. Hein. On met du style. Tac. Voilà, on fera un truc comme ça, quoi. A priori, c'est mieux. Peut-être, je sais pas. Bref,
Donc oui, comme j'ai dit, pas grand-chose de plus à en dire. Voilà. Je pense on va passer sur les Nanimo. Bon, aujourd'hui, petit stream parce que je suis éclaté en deux. Donc on va parler que du Piu Piu, mais vous allez voir, ça va être bien. C'est moche, hein. Je sais pas quoi faire avec tout ça, là, ça me saoule. Parfois, quand j'ai beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, j'arrive à les coiffer. Je vous jure, hein, ça arrive. Mais là, voilà, il faudrait que je retourne chez ma coiffeuse, mais vas-y, c'est chiant. Faut se déplacer, l'agoraphobie. Voilà. C'est chiant. En plus, ça va coûter une couille. Si j'y vais, je vais faire des trucs avec mes cheveux, donc... voilà. Et oui, et j'ai trouvé pourquoi ça marchait. J'ai un générique sur la chaîne et j'ai trouvé pourquoi ça marchait pas. Enfin, pourquoi ça marchait mais qu'on avait un son en double. Il faut que je désactive des sources audio, mais je peux le faire que... Enfin, en fait, si je veux que vous gardiez la musique de fond, je dois le faire, mais pendant le générique seulement. Et après, il faut que je pense à la remettre, ce qui est très chiant. Voilà, faudrait que je pense à faire ça, quoi. Et donc oui, pour ceux qui connaîtraient pas la chaîne, on sait jamais. Enfin, pour ceux qui seraient là, hein, surtout. Ici, on découvre des bébêtes bizarres. Voilà, en tout genre, pas que des bébêtes, un peu de tout. Tout ce qui est bizarre dans le monde vivant, hein, des bactéries, des champignons, des plantes, des ce que vous voulez. Et beaucoup d'animaux, c'est vrai. Voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou... Parce que ça là, c'est le cadre de chat. Ou dans les commentaires YouTube. Toi là, sur YouTube. Voilà. Ou partout ailleurs, je sais pas, sur la porte de vos toilettes, si vous voulez, finalement, ça marche aussi. Voilà, je vais pas le voir, mais ça marche aussi. Et voilà, partout. Voilà, j'ai une adresse mail, des trucs pour me contacter partout. Venez voir sur Twitch, voilà. Je vous ai dit, je suis fatigué. Et donc, voilà, en général, on parle d'un peu tout et n'importe quoi qui est bizarre dans le monde vivant. Et voilà, on fait ça. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du Piaf dans Kirikou, parce que le saviez-tu, il a un nom. Voilà. On va que je vais vous révéler juste après. Je sais, c'est long, 2 secondes, ça vient. Générique. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je clique l'appareil photo sur moi qui peut compter pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est mon petit chat. Bientôt 9 ans. Le petit chaton. Ne vous inquiétez pas, il va partir tout seul. Hein. Il va partir de lui-même. Je sais bien, les chats, ça pète un peu les couilles parfois. Là. Voilà, les chats, parfois ils restent là longtemps et ils veulent pas partir. Donc, là, ici, normalement, oui je sais, normalement il doit y avoir des petits bugs de synchronisation entre le son et l'image, je sais, mais c'est comme ça. Ça va se remettre tout seul normalement, en théorie. Peut-être c'est possible, on sait pas, faut voir. La plupart du temps oui, mais parfois non. Bref, ouais. J'ai déjà mis des paramètres pour pallier à ce problème-là, mais parfois ça veut pas, c'est comme ça. Donc écoutez, voilà, normalement ça devrait aller. J'ai quand même un son qui est beaucoup moins bien. Faudrait que je me penche en fait comme ça pour qu'on ait un son plus direct face au micro. Et ça c'est très très casse-couille. Les couilles. Mais est-ce que le son s'est remis ou pas? Je dirais pas. Hein. Non, je dirais pas. Écoutez, je vais laisser ça comme ça 5 minutes et puis je revérifierai. Si ça marche pas, faudra le remettre. Je vais rebidouiller les paramètres son, ça devrait marcher. Voilà. Et donc oui, aujourd'hui on parle de quoi? De quoi qu'on parle? Let me cook, je bricole des trucs. Voilà. De quoi qu'on parle donc? Eh ben on parle de la huppe Fassier. Parce que le saviez-tu, la huppe Fassier s'est barrée de Genève après 50 ans. Elle revient. Et ouais. Et donc ça, vous voyez là, vous vous rappelez de l'oiseau de Kirikou, ça là? Ça? Eh ben c'est lui quoi. C'est totalement lui. Regardez ça, c'est lui partout, c'est lui. Et ce truc existe
Et c'est pas si étonnant quand on y pense, hein, mais moi je trouve ça cool. J'avais vraiment l'impression que c'était juste un piaf un peu exotique qui avait été pensé comme ça, quoi, que c'était pas littéralement la représentation d'une espèce qui existe. Genre, je me suis dit, c'est inspiré du monde vivant, mais non, c'est lui, quoi. C'est totalement lui. Donc, j'ai pas la confirmation que c'est cette espèce-là qui a été reprise dans Kirikou, mais c'est lui, quoi. Je suis désolé. Donc, moi, je trouve ça trop cool. Ouais. Écoutez, il m'en faut peu. Voilà. Donc, le huppe facier, oiseau rare, de retour à Genève après plus de 50 piges d'absence. C'est pas mal, quand même. N'est-ce point? Hop là. Non, le son, c'est pas encore ça. Écoutez, on va le forcer. Hein, c'est pas grave, on va le forcer. Donc, il va encore mettre un peu de temps à se remettre, mais c'est pas grave, parce qu'il faut lui mettre un coup de pied au cul. On va le faire. Merci de ne pas ruiner ma VOD OBS. Tu seras sympathique. Et puis ça vaut pour le PC aussi. J'ai vraiment un PC qui est pas du tout adapté au streaming. Ça n'aide pas. C'est clair. Voilà, voilà. Bref. Ça devrait se résorber doucement. Malheureusement, je peux pas faire grand chose de plus là. Voilà, alors. Donc on était là. Bien, bah voilà, le problème de son s'est résorbé. Ok. Alors, un petit oiseau migratoire. Non, j'ai pas écouté le son, parce qu'à chaque fois, en fait, il faut que vous compreniez, ça fait genre 3 ou 4 VOD que j'ai mon son qui fait ce qu'il veut et qui passe au-dessus de ma voix, et c'est très chiant. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'arrête pas de modifier les paramètres son pour baisser la piste 6, et sauf que ça sert à rien, donc c'est chiant. Et là maintenant, on l'entend plus du tout. On n'entend plus rien. C'est de la magie, hein, voilà. C'est magique. C'est de la magie, hein, voilà. Si je le mets comme ça va être trop fort, c'est ça? Non, c'est un peu fort, ouais. Là, est-ce que c'est mieux? Bon, ça devrait aller là. Ouais. Ok, ben on va faire comme ça alors. On va pas passer une éternité. J'ai dit, j'ai aucune énergie, donc bon. On va pas passer 8 semaines à faire ça. Donc la huppe facier, qu'est-ce que c'est que ce piaf? C'est un oiseau rare en Suisse. Eh oui. Facilement identifiable avec son plumage aux couleurs orangées et zébrées, son long bec fin et courbé, et surtout grâce à sa huppe majestueuse, elle pupule, c'est son cri, désormais dans le canton de Genève. On la trouve là-bas. En Suisse, du coup. En vol, le déploiement de ses ailes évoque un gros papillon. La huppe facier est cavernicole, elle vit dans les cavernes, les grottes. C'est-à-dire qu'elle a besoin de cavités existantes pour nicher. Ça peut aussi être les trous dans un arbre, par exemple. Du coup, c'est bizarre d'appeler ça cavernicole, mais c'est... que ce soit des trous créés par d'autres espèces ou des aspérités naturelles pour se reproduire. Il leur faut un trou. En plus de l'autre... Non, je vais pas la faire, celle-là. Elle affectionne particulièrement les milieux secs et chauds qui lui permettraient de trouver sa nourriture principale, la courtilière, une sorte de grillon. Grillon, c'est un insecte. Mesure de protection, comment on protège ce piaf? Parce qu'il a quand même bien fallu faire quelque chose pour que ce piaf se barre pendant 50 piges. L'oiseau, beaucoup plus courant tout autour de la Méditerranée, avait disparu du canton de Genève au milieu des années 70. Il a fait refait surface en 2006. Ce timide retour en campagne genevoise est en partie dû au changement climatique, mais surtout à diverses actions cantonales et nationales de protection de son habitat. Le groupe ornithologique, donc des scientifiques qui étudient les oiseaux du bassin de Genève, pose des nichoirs à huppes et effectue l'inventaire de sa population depuis plus de 10 ans. Donc il pose des... Oui, là je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de l'expliquer, il pose des mini-maisons à oiseaux, et puis les oiseaux ils viennent faire leur maison dedans, et puis voilà quoi, ils se reproduisent dedans. On se réjouit du retour de la huppe facier, mais il faut rester prudent, à relever cette semaine à 19h30, dans le 19... Oui, parce qu'on s'en fout, bref, donc c'est dans du journal. Jérémy Grémion, membre du truc dont je parle depuis tout à l'heure, là, qui a mis les niches,
Il y a entre 10 et 20 couples qui se reproduisent dans le canton de Genève. C'est pas beaucoup. Ça représente une très faible population. Un moyen de défense redoutable. La vulnérable et craintive, la huppe faciée possède toutefois un moyen de défense redoutable. Ah oui, ça c'est rigolo, vous allez voir. Un moyen de défense redoutable pour faire face aux prédateurs, comme certains mammifères et les serpents, qui les mangent du coup. Elle émet de son croupion, son cul, une substance nauséabonde et poisseuse d'une efficacité sans pareille. C'est littéralement une moufette qui vole. Voilà, c'est une moufette qui vole. Les populations de huppes faciées sont en hausse dans le canton de Genève, mais l'oiseau reste constamment menacé par les visiteurs, promeneurs et photographes trop intrusifs. Donc c'est un oiseau qui vous pète dessus tellement fort qu'après ça vous donne pas envie de retourner la faire chier. Voilà. Par exemple avec la moufette, ça vous pique les yeux, ça vous irrite les yeux énormément, ça peut avoir des effets graves sur votre santé. On est sur ce type de... Voilà. Hein. Là on sort des fêtes, votre oncle qui sort les pets de sa vie, croyez-moi c'est rien en comparaison de cet oiseau, il faut pas le faire chier. Voilà. Donc ce truc aurait pu asphyxier Kirikou à mort, et ça me fait un peu rire. Non mais c'est pas drôle de tuer les enfants, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est rigolo. Bref. Alors, Upupa epops, il a un nom latin très chiant, est une espèce d'oiseau, l'une des 3 représentantes de la famille des Upupidae, du genre Upupa. Les 2 autres espèces, la huppe africaine, Upupa africana, et la huppe de Madagascar, Upupa marginata, ont longtemps été considérées comme des sous-espèces de la huppe faciée. Alors, qu'est-ce qu'une sous-espèce ? Vous savez le fameux mot interdit que tous les racistes emploient, là ? Voilà, c'est ça que ça veut dire, sauf que ça, c'est la version scientifique. Une race en science, ça n'existe pas. Ça existe dans la tête des racistes. Mais là, une race, ça n'existe pas. Les scientifiques ne vous parleront jamais de race. Ou alors, ce sont des gens qui ont raté plusieurs années d'études. Non, les races, ça n'existe pas en science, on dit sous-espèce. Qu'est-ce qu'une sous-espèce ? L'être humain est une espèce. Homo sapiens, c'est une espèce. Mais s'il devait y avoir un cousin très proche de nous, un autre être humain qui existait encore aujourd'hui, et qui avait des traits qui nous sont similaires mais qui sont légèrement différents, quand même un truc qui serait presque pareil que nous mais légèrement différent, qui aurait des caractéristiques qui seraient propres à s'aligner à lui, alors on pourrait l'appeler Homo sapiens avec une dénomination. Nous on serait Homo sapiens sapiens parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, c'est-à-dire qu'on donnerait on abattrait bien l'idée que c'est nous Homo sapiens en remettant sapiens derrière en troisième mot. Mais l'autre sous-espèce, du coup, on lui donnerait un mot différent. Pourquoi autre chose ? Parce que sapiens, c'est une caractéristique propre. En latin, les mots qu'on donne sont des caractéristiques qui veulent dire des trucs. Par exemple, rouge, ou grand, ou terrifiant, pour les arts tyrans, là, le T-Rex, etc. Ben, là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire Homo sapiens ? J'en ai pas la moindre idée, mais je m'en fous, donc c'est pas grave. Par contre, Homo sapiens, chez nous, ça veut dire quelque chose. Donc une espèce qui serait comme nous, qui serait issue de la même lignée, mais qui serait cousine, bah, ce serait Homo sapiens autre chose. Alors que nous, ce serait Homo sapiens sapiens, parce que c'est nous qu'on appelle sapiens, et on aurait découvert une espèce plus tard, une sous-espèce plus tard, qui serait issue d'un ancêtre qu'on aura en commun, qui serait plus proche de nous que les chimpanzés ne le sont. Les chimpanzés qui sont pourtant... le bonobo, qui est c'est une espèce de chimpanzé qui est actuellement notre plus proche cousin. Donc, voilà, si on trouvait une autre espèce d'être humain, on l'appellerait Homo sapiens, avec un troisième mot derrière qui serait pas le même que le nôtre. Bref, tout ça c'est pour l'étymologie et la phylogénétique, mais en gros, race, ça s'emploie pas. Ne dites pas race, c'est de la merde, voilà. On se rappelle de l'Académie française, hein, une sacrée bande d'abrutis, bref. Voilà, l'Académie française qui a décidé de répertorier dans son dico des mots qui ne sont en vrai pas des masses d'usage déjà, qui sont terriblement imprégnés de racisme, et surtout... l'Académie française qui débunk souvent, enfin qui essaye, à tort, de débunk souvent les tas de dicos qui répertorient des mots comme quoi comme quoi le dictionnaire serait une base sur laquelle se fixer pour respecter la langue, qui donnerait des règles pour parler la langue, alors que les dictionnaires, allez voir la chaîne de montée de Linguisticae, il en parle beaucoup mieux que moi parce qu'il est linguiste et que moi je suis que dalle, mais je suis beaucoup son contenu, donc forcément j'apprends des trucs. En gros, l'Académie française se prend pour des gens qui ont des droits sur la langue alors qu'ils en ont globalement pas, et ils estiment, dans beaucoup de leurs arguments, que les dicos sont un peu comme des bouquins de grammaire, si vous voulez, qui dictent la langue, alors qu'en fait c'est pas ça. Un dictionnaire, ça ne fait que répertorier les usages courants de la langue. Si vous dites un mot,
il finira par atterrir dans le dico. Si vous êtes tout seul sur la planète à le dire, il y a peu de chance. Si vous êtes 200 000 à le dire, il y a des chances qu'ils finissent dedans. Voilà, ça veut pas dire que ce sont des bons mots, que ce sont le bon emploi, c'est juste la langue n'est pas des règles. La langue, c'est ce que les gens se disent, donc c'est d'abord comment les gens parlent. Après, qu'ils respectent des règles ou pas, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, de toute façon, le dictionnaire, ce n'est jamais qu'une vitrine sur le langage qu'emploient les êtres humains pour se parler, c'est tout. Ça leur plaît pas, c'est leur problème. Bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça, tant pis. En tout cas, oui, donc ces trous du cul-là ont répertorié souvent dans le dictionnaire, que donc par définition, j'imagine, puisque c'est leur argument, ils considèrent comme un genre de répertoire à règles pour parler le français. Ils ont répertorié homme de race jaune, par exemple. Tranquille les mecs, voilà, le racisme est complètement décomplexé, mais voilà, sachant que, encore une fois, race, ça n'existe pas chez l'homme, et quand on parle de race de chien, en fait, on parle de sous-espèces, par exemple. Pareil, les races, ça n'existe que dans la tête des racistes. Donc voilà, c'est de la merde, et ces gens sont des abrutis, mais des abrutis très vieux, donc j'imagine qu'on peut leur pardonner, il serait juste temps de les dégager de leur poste. Bref. Voilà, malheureusement ça marche pas comme ça, hein, les immortels, ils ont leur boulot jusqu'à la fin. Pas de bol. Vous pouvez vous faire virer quand vous voulez, mais ces trous du cul là, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ils emmerdent le monde et après ils meurent et ils sont riches. Et youpi pour eux, j'imagine. Bref. Donc, voilà, le concept de race, oublié, c'est zéro, c'est de la merde. Il y a que les racistes pour dire race, et ceux qui savent pas que c'est raciste qui disent race. Race, c'est de la merde. On dit pas, c'est zéro, on dit sous-espèce. C'est nettement moins instinctif, c'est clair, mais c'est comme ça qu'on parle, en fait. Si vous voulez des vraies règles, pour le coup, voilà. Sachez que race, c'est banword. C'est pas banword sur la chaîne, d'ailleurs, mais franchement, voilà, ça pue la merde de nos races. Voilà, donc oubliez ça. Sous-espèces. Il y a les espèces, voilà, ça c'est une espèce par exemple, ça c'est un animal qui fait partie d'une sous-espèce qui, si on regroupe les trois sous-espèces représentent une espèce complète, la huppe. Voilà. Et c'est ça quoi. Bref. C'est un peu le bordel, hein, j'entends bien, je sais, j'ai fait de mon mieux pour essayer de le vulgariser correctement, mais bon. Donc voilà, sous-espèce, jamais race, c'est de la merde. Ici, on a 3 sous-espèces qui forment une espèce complète qui a même fait partie d'un genre, et ainsi de suite. Nous, par exemple, on fait partie du genre humain. Dans le genre humain, il y a nous, déjà. Il y a quoi d'autre comme homme, dans le sens homo sapiens? Il n'y a plus rien, parce que tout est mort. Voilà. Il y a d'autres trucs, mais en tant que nous, là, humains, il n'y a rien d'autre. Tout est éteint depuis longtemps. Hein. Par contre, on s'est beaucoup hybridé avec eux lors de notre évolution. C'est-à-dire qu'on a fait youpi avec, voilà, les homo sapiens, les autres types d'homo, parce que j'ai la flemme de chercher les noms, ce sont tous, ils ont tous fait des énormes orgies les uns avec les autres, et c'est comme ça qu'on a récupéré du patrimoine génétique de tous ces couillons. C'est comme ça aujourd'hui, en analysant notre ADN, qu'on peut savoir, selon les populations, qui a hérité de quel pourcentage environ, de quel type d'espèce d'être humain. Voilà. De sous-espèces, si vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, il ne reste que nous. Ce qu'il existe aujourd'hui qui serait semblable, mais pas du tout la même chose, à des sous-espèces chez l'être humain, c'est des ethnies. C'est-à-dire que on a des humains d'Alola, si vous voulez. Pour ceux qui connaissent Pokémon. Pokémon, vous prenez un Pikachu, il a une tête de Pikachu, c'est un Pikachu, il fait partie de l'espèce Pikachu, ok. Prenez un Pikachu d'une région radicalement différente. Il a pas tout à fait la même gueule, mais c'est toujours un Pikachu. Bah c'est un Pikachu d'Alola, quoi. D'une autre région. Donc on va dire que c'est une autre ethnie, si vous voulez, de Pikachu. C'est-à-dire que son corps s'est légèrement adapté à son environnement, mais que c'est toujours la même espèce. Par contre, à force, au bout de genre plusieurs milliers, voire millions d'années, il peut y avoir une différenciation tellement énorme qu'on finit par avoir des espèces différentes. Ça, c'est ce que donne l'évolution. Mais, donc, je ne sais pas si ça va forcément donner des espèces plus tard, dans plusieurs milliers d'années, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des ethnies, des populations d'êtres humains qui se sont éparpillés partout sur la planète. Évidemment, on est globalement partout, pas partout, mais on est vraiment bien répartis sur la planète. Et donc forcément, au fil des siècles, les corps des gens se sont adaptés un peu à leur environnement. Au froid, au chaud, à l'eau, à l'huile. Bref, elle est drôle, hein. Donc, voilà, ça s'appelle des ethnies. C'est pas des races, c'est pas des espèces. Et c'est pas parce que la couleur de la peau de votre pote est différente, c'est pas vraiment ça non plus d'ailleurs, que c'est une autre espèce, ou que c'est moins bien. Par pitié. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Si la couleur de votre pote est différente d'ailleurs, sachez que c'est pas la couleur qui est différente, c'est la saturation.
En fait, sous votre peau, vous avez, dans votre sang, vous avez de l'hémoglobine, et donc un truc qui colore votre sang en rouge, ce qui nous donne une couleur globalement rose. Par contre, la peau, elle, est relativement saturée, de façon variable selon les gens, et selon de quel groupe d'ethnie, justement, ils descendent. Pour pouvoir tanker ou moins tanker, pour pouvoir bien tanker le soleil et éviter de choper un cancer, parce que oui, les coups de soleil, c'est égal cancer, soit pour pouvoir le mieux possible capter la chaleur dans un monde où il fait super froid. C'est pour ça que les Nordiques sont tout blancs et que les Africains sont pas tout blancs. Voilà. Les Africains dans l'imaginaire collectif, parce que la mondialisation, en fait, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, dire un Africain il est noir, c'est un petit peu avoir genre 400 ans de retard, un truc comme ça. Hein. Donc, comment dire, voilà, faut arrêter avec les... Hein. Le racisme, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi il faut le définir, mais voilà. Manifeste. Parce qu'en fait, je suis encore fort connecté. Je consomme beaucoup de contenu français sur Twitch. Et forcément, je suis les réseaux sociaux des gens. Et forcément, le racisme est un problème. L'extrême droite est au pouvoir dans l'essentiel du monde, j'ai l'impression. Et c'est très effrayant. Au-delà de ça, qui dit extrême droite dit forcément racisme. Donc forcément, voilà, on l'a un peu partout. Et c'est... déjà, c'est regrettable, mais surtout, c'est terrifiant de voir que l'être humain est toujours aussi con. Quand la science c'est pas qu'elle a tranché, juste que la science a compris ces bases-là depuis longtemps, quoi. C'est un peu terrifiant, quand même. Bref. Donc voilà, ici, la huppe faciée, c'est une sous-espèce d'un ensemble d'espèces. Une sous-espèce parmi 3 qui, ensemble, forment une espèce. Ces 3 sous-espèces se ressemblent. Mais elles ne sont plus tout à fait la même chose, elles sont légèrement différenciées, leur ADN a changé, ce qui fait qu'aujourd'hui on dit que c'est un peu autre chose. Donc c'est toujours la même espèce, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Mais elles se ressemblent beaucoup, hein. En général, les sous-espèces se ressemblent beaucoup. Il y a même des sous-espèces qu'on a énormément de mal, qu'on met des cinquantaines d'années à identifier comme des sous-espèces, parce qu'elles ont la même gueule. Genre, la grenouille violette tout court et la grenouille violette de Bupati, allez voir sur internet, elles ont la même tronche, identique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas su les identifier comme des sous-espèces différentes pendant longtemps. Déjà, la grenouille violette de Bupati, allez voir, c'est à mourir de rire, ça ressemble pas du tout à une grenouille. On l'a vue en live d'ailleurs, hein, elle est dans une VOD sur YouTube. Elle est assez rigolote. C'est une grenouille fouisseuse. Et terrestre. Bref, elle est très cool, allez voir, c'est rigolo et c'est curieux, mais... ce que je veux dire surtout, c'est que les 2 sous-espèces sont radicalement... elles sont vraiment similaires à crever, et pourtant elles sont assez différentes. Mais elles ont vraiment la même gueule, quoi. Bref, voilà. Donc la huppe faciée, un ensemble de sous-espèces qui forment une espèce. Et donc tout ça, ce sont des sous-espèces de la huppe faciée. La huppe faciée, c'est l'espèce, et après, il y a les autres, qui sont toujours des huppes faciées, mais des légères différenciations. Ces espèces sont parfois placées par certains auteurs dans leur propre ordre. C'est-à-dire qu'on n'estime même pas que ce soit... on estime que c'est encore plus différent que ce qu'on croit. Donc on préfère les classer dans des trucs encore plus spécifiques. Et les éloigner encore plus de leur groupe commun à toutes. Sans leur dire que c'est bien une chose différente. Mais bon, ça reste... elles sont quand même toutes très proches les unes des autres. Hein. Les sous-espèces, généralement, au fil du temps, ça donne des espèces. Plus ça se différencie et plus ça donne quelque chose de différent. Comment vous croyez que les bactéries sont passées par toutes les formes qu'elles ont données jusqu'à nous, et les poissons, et les insectes, et les bactéries, les virus, Bon, hein, voilà. Mais il faut énormément de temps, sa mère. Donc, l'animal est diurne, il vit le jour, a priori. Sachez que ça a tendance à varier, personne ne dit jamais vraiment la même chose. Carnivore, il bouffe de la viande, sûrement des insectes. Effectivement, des insectes, il est insectivore. Il est terrestre, il fait pas que voler. Ovipare, il pond des œufs. Territorial, il partage pas son territoire, sauf pour la reproduction, faut bien youpi à un moment. Arboricole, il vit dans les arbres. De poursuite, je sais pas, c'est peut-être un oiseau de proie, non c'est pas ça, je sais pas. Monogame en série. Alors en série, je ne sais pas, mais monogame, je pense qu'on voit plus ou moins tous ce que c'est. Alors ça se traduit jamais pareil chez les piafs et chez les espèces. La monogamie, c'est un bordel absolu. Voilà. On n'observe jamais 2 fois la même chose au sein d'une même espèce, voire même avec deux individus d'une même espèce, d'un même groupe. Pareil, parfois on voit des trucs différents. Donc c'est compliqué. Mais vous pouvez quand même vaguement imaginer un truc similaire à ce qu'on a chez nous, c'est-à-dire un seul partenaire, d'un côté comme de l'autre, et c'est tout. Voilà.
et puis on va pas voir ailleurs, quoi. En tout cas, la plupart du temps, ça concerne la partie sexuelle. Pour ce qui est de la vie intime, on va dire la vie en groupe en tout cas, sans forcément parler de romance parce que je suis pas dans leur tête, en tout cas pour ce qui est de la vie en groupe, ça peut varier, mais là pour la monogamie, on est sûr qu'on parle au moins du sexe, quoi. Mais parfois ça peut varier, parfois ça peut être de la monogamie sexuelle, parfois ça peut être de la monogamie pour la vie de couple. Et pas forcément dans l'autre cas. Ici on va quand même partir du principe que c'est sexuel parce que ça l'est souvent. Pour ce qui est de la reproduction, ils sont monogames. Ils font ça qu'avec un seul partenaire. Par contre, ça veut pas dire qu'ils vont forcément le faire avec le même tout au long de leur vie. Vous voyez à quel point c'est le bordel. Bref, regardez le pavé qu'ils ont mis pour la monogamie, vous allez comprendre pourquoi c'est un bordel. Allez. Si j'arrive à le faire charger... bon bah, ou pas alors, hein. Comment on avait la... Je vais trouver, c'est débile. On va forcément trouver. On l'a beaucoup lu sur cette chaîne en plus, ce pavé à la con, on va forcément trouver. Les animaux monogames. Voilà. Ah non, c'est pas ce pavé-là? Non, c'est pas ce pavé-là. Si, c'est ce pavé-là. La monogamie du... Alors, je vais pas tout vous lire, hein, mais sachez qu'il y a tout ça à lire et que ça... C'est un résumé qui décrit plein de trucs très différents. Sachez qu'il y a moyen de beaucoup développer tout ce qui est écrit là. Tout ça, là, c'est la monogamie chez les oiseaux. Enfin, chez les oiseaux entre autres, mais chez les animaux ensemble, hein, voilà. Voilà, c'est vraiment... Waouh. C'est très très varié. C'est le bordel absolu. Et parfois on observe des comportements qui sont différents avec un même groupe et même des mêmes individus. Donc on sait pas le comprendre, on sait pas où on va avec ça. Donc voilà, c'est sympathique de savoir qu'ils sont monogames. En série, pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais voilà, sachez que ça reste le bordel absolu. Et que pour s'y retrouver, franchement, voilà, moi j'abandonne très vite. Donc on va pas se focus là-dessus. Mais on va imaginer qu'ils sont globalement monogames. Ils ont globalement un partenaire pour la reproduction. Après le reste, on sait pas, peut-être qu'il y a une notion de vie de couple. On le verra bien dans la description de toute façon. Donc ils sont solitaires, ils vivent globalement tout seuls. Ils sont migrants partiels. Alors partiels, je vois pas. En gros, rappelez-vous, les migrants, ce sont des animaux qui vont switcher de territoire à un autre. Ils vont sortir du territoire qu'ils se sont appropriés et aller dans un autre. Partir, changer de pays par exemple. Oui, mais il y a ceux qui migrent pas. Ceux qui migrent pas, ils vont bouger quand même. Dans un territoire qui peut être énorme. Donc ça donne l'impression qu'ils migrent. Mais en fait non, ils ont juste changé de nid de 40 km. Ouais, c'est quand même pas mal 40 km, mais ils ont pas changé de territoire. Donc ils ont pas migré à proprement parler. Mais ils sont toujours dans le même... Ils ont bien bougé quoi, mais ils sont toujours dans le même territoire. Il y a des oiseaux qui font ça, comme le gipette barbu qui fait ça. Et ça lui sert, je crois que c'est le gipette barbu, ça lui sert à plein de trucs, mais ça lui sert surtout à renouveler la bouffe quand il a bouffé tout ce qu'il y avait dans le coin, et ça lui sert aussi à laisser dans le nid tous les parasites qui sont là, et qu'il veut pas garder. Et comme ça, il reste là, il va pendant 4 mois dans sa maison de vacances ailleurs sur son propre territoire, il revient, et le temps qu'il revienne, tous les parasites sont morts. Donc, youpi, on risque pas de se faire parasiter. Ça peut être un des intérêts. Allez voir le gipette barbu, il est très stylé, c'est un très très bel oiseau. C'est un oiseau qui ne mange que des os, exclusivement que des os. Et c'est un des oiseaux qui a les sucs digestifs les plus puissants qu'on connaisse, parce que digérer un os, c'est compliqué. Donc voilà, c'est le seul piaf que je connaisse, peut-être même le seul piaf connu, qui mange que des os. Il mange que ça. Bref. Donc le piaf ici, la huppe faciée, elle mesure environ 66 à 32 cm de longueur pour un bec qui en fait 5 à 6. Une envergure de 45 cm, donc d'une aile à l'autre déployée, vous avez 45 cm. Et une masse de 60 à 80 grammes. Sa longévité est d'environ 11 piges. C'est pas mal quand même hein, pour le piou-piou. Ça veut dire qu'il y a eu... Hein, on se sait, mais il y a eu environ le temps d'avoir 5 générations. En supposant qu'il fasse qu'un petit par individu, ce qui n'est pas le cas, mais bref. Ça fait beaucoup de pignouf quand même. Et 50 ans, vous le divisez... Enfin, parce que 11 ans chacun, bref. Et en réalité, ça fait beaucoup plus de générations que ça, parce que... Mais bref, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de piafs qui sont... Donc c'est pas forcément un truc culturel non plus.
Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça se fait qu'ils sont revenus, quoi? Ils sont partis, ils sont revenus. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont revenus? Je sais pas. La huppe faciée est un oiseau de taille moyenne au plumage orangé. Femelle légèrement plus terne. Donc plus sombre, quoi. Barré de... Non, pas... Non, plutôt couleur délavée, quoi. Barré de noir et blanc, donc disons plus clair et moins saturé. Bref, barré de noir et blanc sur les ailes et la queue. Elle possède une huppe érectile. Alors la huppe, c'est l'espèce de crête qu'ils ont vers l'arrière, là, la coupe punk. Et donc ça, érectile, eh ben, vous avez deviné, hein, je suppose. C'est-à-dire que ça peut se dresser sur la tête et ça peut ressembler à ça. Voilà. Normalement, c'est tout lisse, tout plat, mais parfois ça donne ça. Voilà. Et c'est ça qu'on voit chez... Merde. Non, c'est pas ça que je veux faire non plus. Là, voilà. C'est ça qu'on voit chez Kirikou. Là, il a la crête érectile. Je vais pas dire le mot, mais vous avez compris. Parce que Kirikou est là et que le Pia se doute qu'il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me ressemble pas du tout. Je vois qu'il essaye, au travers d'un subtil stratagème, de me faire croire que... Mais non, je suis pas con. Bref, du coup, dans le doute, il avertit Kirikou qu'il serait temps qu'il foute le camp. Donc il a une huppe érectile, longue, orange, se finissant par du noir. Son bec est long, mince et recourbé, ses ailes sont larges et arrondies, et ses pattes courtes mais puissantes. D'accord. Il vit où? Oula, sacrée carte. Il vit en Europe, en Asie et en Afrique, ça fait beaucoup de territoire. Il vit partout là-bas. Ouf, la flemme de tout lire. Il habite un peu partout. La huppe faciée peuple les régions chaudes et tempérées de l'Ancien Monde. Chaude, il fait chaud, jusque-là vous me suivez. Tempéré, ça va. Il fait tiède, quoi. Tempéré, c'est pas froid non plus. Hein. On n'est pas sur le pôle Nord, mais c'est tiède, quoi. C'est ok. Ça peut aller vers du un peu froid, mais du léger frisquet, quoi. Hein. On n'est pas sur... Voilà, tempéré, c'est pas un extrême ou l'autre. Donc bien sûr. Il vit surtout dans les zones où il y a des arbres. Voilà. Des plantes aussi. Donc de la pelouse, de la savane, des surfaces agricoles. Des faunes urbaines. Il est aussi dans les villes. Putain, si j'avais des oiseaux comme ça chez moi, ce serait trop stylé. Des banlieues, des bois. Chez moi, j'ai des chouettes. Il y a les bois juste à côté de chez moi. Donc j'ai quand même pas mal de bébêtes. Et une fois en rentrant chez moi, il y avait quelqu'un qui me ramenait en voiture. On a failli heurter une biche. Elle était tranquille comme ça, juste devant les bois. Elle venait de sortir, tranquillou. Oui, mais il y a la rue à côté, connasse, fais gaffe. Bref. Et le pire, c'est qu'elle est venue voir la voiture. Non, mais c'est bien d'être curieux, mais au bout d'un moment, faut éviter d'être con, voilà. Quand même, quoi. Bref. Allez, parce que je remarque que j'ai plus du tout de lumière pour toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, et la lumière fuse, c'est mieux. C'est bien plus mieux. Ouais, sauf que là c'est un peu vénère, quand même. Comme ça. Ouais, Ah oui, mais je remarque que la caméra est un peu baisée. Allez. Oh, ma caméra est si... Je verrai ça plus tard, écoutez. Voilà. Vous avez un effet crop un peu chelou. Ah mais non, c'est vrai, c'est fait exprès, sinon je suis pas au centre. C'est vrai. Ah, c'est con, ça. Bref. Mais je parlais pas de ça. Donc je disais, oui, on peut retrouver cet oiseau dans les chez-soi là, et moi chez moi j'ai plein de trucs, mais j'ai pas ça. Ce serait stylé si j'avais ça. Bref, on le trouve dans les bois, dans les banlieues, tout ça. Dans les climats tropicaux, donc chaud et humide, à tempéré relativement tiède à presque froid. Les habitudes et modes de vie. Hop là, je coupe le son parce que du coup je vois qu'on peut entendre son son, donc on va aller voir. C'est un oiseau peu farouche, donc il se laisse assez facilement approcher, mais qui se tient quand même à bonne distance de l'observateur humain. Donc il craint pas grand chose à part les humains, très bon réflexe. Un animal diurne, crie fort et rauque. Le plus souvent solitaire, son vol saccadé et bondissant lui est caractéristique. La huppe pupule, c'est le nom du cri. Les huppes européennes émigrent en général jusqu'en Afrique tropicale pour passer la mauvaise saison de l'hémisphère nord. C'est-à-dire qu'elles font le trajet de la Suisse jusqu'à l'Afrique. D'accord. L'hivernage est rare et accidentel en France. Accidentel? C'est-à-dire... Ah. Donc les rares cas signalés concernent probablement des oiseaux blessés ou affaiblis. C'est des oiseaux qui n'ont pas l'énergie
de repartir dans les régions plus chaudes. Et du coup, il reste là, quoi. Parce que le saviez-vous, migrer ou migrer partiellement, ça demande une énergie de dingue. Voler demande une énergie de dingue. Ça demande d'avoir énormément de bouffe. Et parfois, on n'a pas la possibilité de le faire. Quand on est blessé, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. En France, son arrivée est précoce, enregistrée dès la fin février, donc c'est en vrai dans bientôt, dans le sud, en mars ou en avril dans les régions plus septentrionales. Elle quitte ses latitudes dès qu'elle a terminé sa nidification au mois d'août et plus rarement en septembre. Alors là, le son... Elle a un son plus agréable que les autres oiseaux qu'on a entendus jusqu'à maintenant. Hein. On a entendu des pierres qui faisaient des trucs... Si, c'est plus agréable déjà. Alors, nanana. Régime et nutrition, ça mange quoi? Des insectes, on l'a dit. Oui, mais quoi exactement? Ça a un régime essentiellement insectivore. La huppe capture la grande majorité de ses proies au sol en fouissant dans l'herbe. Donc c'est pas un oiseau qui se nourrit en vol ou qui va chercher dans... Voilà, il fouille dans le sol. Et comme c'est un oiseau, on imagine qu'il cherche, qui fouille sa bouffe en volant, mais non, en fait, pas du tout. Il se pose totalement au sol. Et après, il cherche il fouille dans l'herbe ou dans les interstices des écorces. Les trous, quoi. Dans les arbres. Diverses espèces d'insectes, comme les scarabées, les grillons, les fourmis, les courtilières que je connais pas, les chenilles, les larves diverses, etc. Et des petits invertébrés comme des mille-pattes, des limaces, des escargots dont elle casse la coquille, qui figurent tous à son menu, mais elle recherche spécialement des insectes colonisant les bouses et déjections de mammifères. Du coup, elle bouffe surtout les bousiers, j'imagine, qui sont des scarabées, je crois, qu'elle attrape grâce à son long bec recourbé. Il lui arrive aussi de capturer de temps en temps les insectes en vol, donc quand même. Et sur ou dans les bois morts, au sol et sur pied. Ah oui, les arbres. Bref. Elle se nourrit aussi de sauterelles, des criquets et des petits serpents. Elle bouffe de serpents. Hein. Les anciens Égyptiens la nommaient le purificateur d'Égypte. C'est vrai qu'avec les invasions de sauterelles et compagnie, ils doivent être contents. Ouais. Les habitudes d'accouplement. Comment ça, youpi, ça? La huppe va nicher dans un arbre mort, un trou d'arbre, un rocher ou la toiture d'un bâtiment. Ah oui, donc partout, quoi. Partout, il y a des trous, finalement. Elle occupe parfois certaines constructions, comme des bergeries, des fermes et même des pavillons modernes, ainsi que les nichoirs artificiels et fréquemment d'anciennes loges de piques. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais se contente souvent d'une anfractuosité, un trou, où l'ouverture se réduit à une simple fissure, donc des tout petits trous. Les déjections que les parents n'enlèvent pas d'une part, ainsi que la production à partir de la glande uropygienne près du croupion, d'une sécrétion odorante par la femelle incubatrice et les jeunes oisillons après leur éclosion, d'autre part, font fuir les prédateurs par leur odeur nauséabonde. En gros, ça te largue des pets que de toute ta vie, tu veux pas les sentir, quoi. En Europe, la huppe fait parfois 2 couvées par an. Oui, quand même. La ponte a lieu en mai-juin. Les 3 à 6 œufs blancs grisâtres ou verdâtres sont pondus sur le sol, recouverts de quelques légers matériaux. Ah c'est clair que le recouvert de rochers super lourds, c'est pas très malin. L'incubage est de l'ordre de 16 à 18 jours. Localement, la pose de nichoirs a pu permettre la conservation de l'espèce, voire son retour dans des régions où elle avait disparu, comme en Suisse romande. Population. La modification du milieu de vie de la huppe faciée. C'est-à-dire le bocage depuis le début des années 50 par les méthodes de l'agriculture moderne, comme la disparition due à la disparition... La modification du milieu de la vie de l'huppe faciée, c'est-à-dire le bocage depuis les années 50 par les méthodes de l'agriculture moderne, qui entraîne la disparition du pâturage extensif, le remembrement, la destruction des vieux arbres et des haies champêtres, est la menace la plus sérieuse qui pèse sur cette espèce. Elle a besoin d'insectes et d'arbres. Et vous lui coupez les arbres et après vous foutez du poison dans le sol pour tuer tout ce qui vit dedans. Ça doit pas être facile de trouver des arbres et des insectes après. C'est clair. L'épandage massif de pesticides, c'est ce que je viens de dire, pour lutter contre les insectes ravageurs de culture, nuit à la huppe faciée car il supprime les gros insectes comme les hannetons, les capricornes, les lucanes, les cerfs-volants et les carabes. Les lucanes, c'est des gros scarabées, je crois. Il me semble. C'est les trucs qui ont des grosses cornes, là, des gros mandibules de ouf, et c'est ça.
Les licanes cerf-volants, c'est ça. Les carabes, qui forment la base de son alimentation. D'autres espèces d'oiseaux se nourrissant de gros insectes, comme la chevêche d'Athéna, souffrent aussi de cette population. C'est une chouette, j'imagine. C'est ça, la petite chouette. Athéna noctua. Ah mais on l'a déjà vu, je crois, noctua. Je me demande si on n'en a pas déjà parlé. En tout cas, moi, je la connais déjà. Ah non, c'est dans... Rien à voir. Non, je crois que c'est... En fait, il y a un jeu sur Switch, sur Steam aussi, qui s'appelle Monster Sanctuary, qui s'inspire vaguement de Pokémon, mais qui fait quelque chose de beaucoup plus cool et de très différent dans l'idée. Je vous invite à aller voir, c'est trop bien. Monster Sanctuary, le sanctuaire des monstres. C'est très très cool. C'est en pixel art, c'est très joli, et ça demande de réfléchir d'une façon un peu différente de Pokémon. Allez voir, c'est trop cool. Et dedans, il y a plein d'animaux chelous à capturer, bien sûr. Et voilà. Et ils ont tous des capacités un peu cheloues. Voilà. Il y en a qui font de l'eau, de la foudre. C'est un peu comme Pokémon, mais c'est pas vraiment comme Pokémon. Allez voir, c'est très cool. Il coûte pas cher, je crois, le jeu. Et bon, là, c'est un peu tard. On vient de quitter les soldes de Steam, mais le jeu coûte pas cher. Donc il y a ça. Et dedans, il y a un monstre. En fait, pour mes monstres, que ce soit dans Pokémon ou ailleurs, en général, j'aime bien donner des noms en rapport avec ce qu'ils sont. Et donc, je me fais souvent chier dans Monster Sanctuary à trouver des espèces qui leur ressemblent. Et à trouver, soit à les prendre les noms classiques, les noms communs, donc la chevêche d'Athéna par exemple, ou les noms latins, Athènes, Noctua. Et je m'amuse à faire des jeux de mots avec. Voilà. Genre, j'avais fait un jeu de mots ultra alambiqué avec Garrulus Gaius, du latin, dont j'ai totalement oublié la signification. Mais en gros, c'était parce qu'il y a un des deux mots qui veut dire, qui peut vouloir dire enjoué ou chanteur ou barde, je sais plus quoi, et l'autre et ensemble, les deux mots définissent littéralement une espèce, je crois. Je me souviens plus j'avais cherché pendant des plombs. Il y avait genre au moins 3 sens différents à l'appellation. C'était un jeu de mots à 3 tiroirs, quoi. Et c'était pour désigner un oiseau barde dans le jeu. Voilà, écoutez, dans ma vie, j'aime me faire chier. C'est comme ça. Et voilà. Et donc, j'avais été chercher un truc pour un monstre chouette, et je l'avais appelé Athènes Noctua, je crois. Athéna Noctua, parce que je voulais faire un jeu de mots avec Athéna, la déesse, mais je sais plus pourquoi. Je saurais plus vous dire. Bref. Donc non, on l'a pas déjà vu en live. Mais on pourrait, parce que je crois qu'il fait des trucs un peu chelous. Et oui, c'était la tribu d'Athéna, la déesse de la sagesse, dans l'Antiquité grecque. C'est la chouette d'Athéna, quoi. Bref. De quoi comment? Oui, donc, avec la chevêche d'Athéna, qui fait globalement pareil, elle bouffe aussi des insectes, ça leur pète tous les... Voilà. Parce que, comment ils font pour bouffer les oiseaux quand tout le territoire est pollué, que tous les arbres sont coupés, et que tous les insectes qu'ils mangent se sont fait tuer? Comment on fait? On fait pas et on meurt. Hein. Plus exactement, dans son cas, on fout le camp. Ou ça, ailleurs. Je sais plus où, mais on fout le camp de la Suisse, par exemple. Hein, puisque on se sent pas respecté. Bref, donc du coup, voilà, on s'en va. Et au bout de 50 piges, elle est revenue. On sait pas encore trop pourquoi. Si ce n'est qu'apparemment, le territoire a été un peu aménagé pour elle. Oui, mais enfin, il y a toujours des pesticides et compagnie, donc je sais pas. Je sais pas vraiment ce qui a fait qu'elle est revenue. La Hyphacie est une espèce en régression en Europe occidentale et méridionale. Sa population se casse la gueule un peu uniformément, malheureusement, partout. Ça, c'est dommage. Depuis 1950, elle a disparu de la limite nord de son aire de répartition, au Benelux et dans les pays scandinaves. Elle a vu ses effectifs aussi régresser dans plusieurs pays, dont la France, en particulier le nord de la Loire, mais aussi la Turquie et la Russie. Ah oui, donc elle habite quand même dans des milieux qui peuvent être un peu froids, quoi. Un peu froid. Depuis 1990, les populations sont cependant stables et parfois en augmentation dans la majorité des pays d'Europe centrale et orientale, de la Suisse à la mer Noire. Elle est classée en préoccupation mineure. Ça pue quand même. Selon la liste rouge de l'UICN, ceux qui font la liste, l'échelle là, la taille totale de la population est de entre 5000 et 10 000 individus, ce qui est vraiment nul à chier. Hein. Non, 5 millions. Ah oui, c'est pas la même chose. Excuse-moi, je sais pas lire. Les mathématiques, c'est compliqué. 5 millions à 10 000, oui, 5 000 à 10 000, c'est que dalle. Mais 5 millions à 10 millions, c'est très très bien. Ça paraît très bien. Voilà. Ça, on est d'accord. Ça, c'est les millions. 0, 10, 100 000, millions. Oui, on est d'accord. Hein. La population européenne est estimée à 1 300 000 ou 2 760 000 couples, ce qui équivaut à plein de nombres et de chiffres très chiants à lire. Actuellement, cette espèce est classée dans la catégorie préoccupation mineure sur liste rouge de l'UICN, mais ses effets sont aujourd'hui en train de décroître. La population se casse la gueule, mais
C'est l'un des oiseaux que j'ai vu classé en préoccupation mineure le moins dans la sauce, entre guillemets, en termes de population, en termes de nombre, de tous les machins qu'on a vus sur les lives. Hein. Pour tous les animaux qui sont classés en préoccupation mineure, elle s'en sort pour l'instant bien. Mais de moins en moins bien, sa population se casse la gueule. Mais c'est trop con. Mon chat vient d'essayer de grimper sur le bureau. Bref. Bon, il s'est pas fait mal. Voilà, donc, ce qui équivaut, machin. Niche écologique. Les huppes faciées jouent un rôle important dans l'écosystème dans lequel elles vivent parce que leur régime comprend de nombreuses espèces d'insectes considérées par les manidés comme des nuisibles. C'est quoi les manidés? C'est des gens? C'est des espèces? C'est des... Je sais pas. C'est pourquoi ces oiseaux sont protégés par la loi dans de nombreux pays. Pour les enfants, il est suggéré que les huppes tirent leur nom de leur cri. Cependant, une autre explication des noms anglais et scientifiques est qu'ils sont dérivés du nom français des oiseaux huppés, qui signifie huppé. Lorsqu'elles cherchent de la bouffe, les huppes faciées d'Eurasie frappent les plus grosses proies contre le sol ou une pierre préférée pour les tuer. Donc ils ont une pierre préférée, c'est comme les loutres. Ils ont des cailloux voilà. Et enlever les parties indigestes du corps telles que les ailes et les pattes. Ah ouais. Donc elles se servent d'outils en fait aussi. Hein. Oui. On n'en parlera jamais assez, mais les animaux ont une culture, il n'y a pas que l'être humain, et il n'y a pas que les primates qui utilisent des outils. Voilà. Je sais que les corbeaux utilisent des branches d'arbres qui se sont pris un éclair et qui donc brûlent encore un peu pour utiliser les cendres pour foutre le feu à des forêts. Pourquoi? Parce que ça fait sortir les proies, et après on peut les gnoquer. Voilà. Il y a ça. Ils sont aussi super doués pour résoudre des casse-têtes, d'ailleurs, les corbeaux. Pareil pour les poules, pieuvres et compagnie, qui sont super doués pour les casse-têtes. Et pareil pour, du coup, cet oiseau-là, qui utilise des outils pour trier une partie de sa nourriture, et manger ce qui est mangeable, et pas manger ce qui n'est pas mangeable. La glande de la femelle couveuse... Ah oui, non, les huppes faciées ont des défenses anti-prédateurs bien développées dans le nid. La glande de la femelle couveuse est rapidement modifiée pour produire un liquide nauséabond. Modifiée, donc c'est-à-dire que c'est pas sa fonction de base, c'est pas ce qu'elle fait normalement. Et les glandes des oisillons font de même. Bien. Ces sécrétions sont frottées dans le plumage. On pense que ces sécrétions qui sentent la viande en décomposition contribuent à décourager les prédateurs. Et si ta proie elle sent la viande morte, non merci. Hein. Ainsi qu'à éloigner les parasites. Évidemment, si tu sens la mort, les parasites, qui sont des organismes qui ont besoin d'un hôte vivant pour se développer, ne vont pas venir t'emmerder. Ils vont pas venir dans un mort, ça leur sert à rien. Et donc, voilà, comme ils sentent la mort, ça décourage les prédateurs et les parasites qui vont pas forcément avoir envie d'aller chez eux, agissant peut-être comme un agent antibactérien. Dès l'âge de 6 jours, les oisillons peuvent également diriger des jets d'excréments vers les intrus, miam, des jets de caca, et les siffler à la manière d'un serpent. Les siffler à la manière d'un serpent. Ah, ils imitent le bruit du serpent, d'accord. Les oisillons n'hésitent pas non plus à frapper avec leur bec ou mais c'est super vénère les gamins là, oh. Les oisillons, ils vous pètent dessus. S'ils vous pètent pas dessus, ils vous jettent leur caca au visage. D'ailleurs, comment ils font pour diriger des jets de caca? Genre, il faut une force de fou dans le... Oui, désolé, je me pose des questions, mais moi j'ai besoin de savoir. Il faut une force de fou dans le... Vous savez où? En fait. Oh.
Bref. Il faut que je sache. Hein. Donc il doit avoir des intestins, des muscles dans les intestins qui sont bien rodés, quoi. Et s'ils vous pètent pas dessus et qu'ils vous font pas caca dessus, ils vous font peur en imitant le cri d'un serpent. Et si même ça marche pas, ils vous cassent la gueule. Juste, ils vous cassent la gueule. Non, mais d'accord, ok. Ne faites pas chier les bébés oisillons de la huppe faciée. Hein. Vous allez le regretter, croyez-moi. Les huppes faciées sont des oiseaux particuliers, effectivement, oui, qui ont un impact culturel sur une grande partie de leur aire de répartition. Elles étaient considérées comme sacrées dans l'Égypte ancienne et étaient représentées sur les murs des tombes et les temples. Eh ben, les huppes étaient considérées comme un symbole de vertu en Perse, tandis que dans une grande partie de l'Europe, ces oiseaux étaient considérés comme des voleurs et comme des signes avant-coureurs de la guerre en Scandinavie. Parfois ils sont sympas, parfois ça pue. Aussi fort que, du coup, parce que du coup j'imagine que... je sais pas si... Du coup c'est une... On va reprendre ce qu'ils ont dit sur la glande. Les sécrétions. Là. La huppe faciée a des défenses antiprédateurs bien développées dans le nid. Dans le nid. La glande de la femelle couveuse est rapidement modifiée. Pareil pour les gamins. Donc je pense qu'en temps normal, cet oiseau ne pue pas la mort. Si cet oiseau sent littéralement la mort, c'est qu'il y a une couvée quelque part. Voilà. C'est ce que j'en comprends. Sinon, ça veut dire qu'il sent la mort tout le temps. Mais comme c'est dit modifié dans le nid et que les petits font pareil, bah pour que les petits fassent pareil, si c'était définitif, la femelle n'aurait pas à modifier sa glande plus tard. Donc je pense que c'est uniquement pendant la période où il y a les petits et où il faut s'en occuper, quoi. Voilà. Donc si vous croisez cet oiseau et qu'il sent la mort, au sens littéral, sachez qu'il y a des petits pas loin. Et qu'il y a de grosses chances, soit que vous fassiez casser la gueule, soit que vous entendez un bruit de serpent, soit que vous fassiez jeter du caca au visage, soit que vous fassiez péter dessus très fort. Voilà. L'élégance, finalement. Il cache bien son jeu, hein, on dirait pas. Et donc voilà, c'était ça pour le piou-piou. Il reste cette page-là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire? Une huppe se reconnaît au premier collet. Bah, c'est vrai qu'on la reconnaît bien. Quand je l'ai vu quand j'ai vu l'image dans je sais plus quel article, bah, c'est justement celui que je vous montre au début, celui-là, là. Donc la huppe faciée pupule à nouveau à Genève après 50 ans d'absence. Je me suis d'office dit, mais je connais cet oiseau, quoi. C'est bizarre, je sais pas d'où il vient, mais... Et puis voilà. J'ai pensé à Kirikou, j'ai fait, mais oui, c'est ça en fait. C'est totalement le piaf de Kirikou. Donc on le reconnaît bien, effectivement. L'allure générale, la couleur rousse du plumage des ailes et la queue noire et blanche, la grande huppe érectile qui orne la tête et le long bec courbe en font un oiseau remarquable. Les trois sous-espèces de huppe se ressemblent beaucoup et leurs différences sont subtiles. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. La huppe faciée se distingue à sa main... C'est un terme technique, ça, je pense. Un oiseau, ça n'a pas de main, mais bref. Noir, barré de blanc. Ah, ses ailes, peut-être, juste. Noir, barré de blanc, toute noire chez son homologue du sud de l'Afrique. Ah. Donc, la sous-espèce du sud de l'Afrique, elle a les ailes toutes noires. Ou alors, c'est la crête, peut-être. Parce qu'ici, vous voyez à gauche, il y a deux photos. En bas, il a du blanc et du noir. Et en haut, il a que du noir. Bref. Je ne sais pas. Je sais pas ce que ça désigne la main, mais ça désigne évidemment pas la patte. Ou la patoune. C'est un oiseau, ça marche pas comme ça. Ah, voilà. La huppe faciée se distingue à sa main noire barrée de blanc, toute noire chez son homologue du sud de l'Afrique, et à la zone blanche subterminale des plumes de sa huppe. Donc la crête. Autrement, il n'est qu'à regarder une photo pour se faire une idée de l'oiseau. Ça ne nécessite pas une longue description. Sur l'oiseau posé, on distingue surtout la huppe rousse, souvent hérissée, la tête, le cou et le manteau couleur sable chaud, la partie visible de l'aile noire barrée de blanc et le long bec gris courbe. Effectivement, il a un bec un peu courbé là, comme ça. Et donc ça l'aide apparemment à choper des insectes, on l'avait dit tout à l'heure. Parce qu'avoir un bec droit, ça marche pas, j'imagine, je sais pas. Peut-être que du coup il est plus proche du sol et que c'est plus facile que si tu avais un bec droit. Parce que du coup tu peux regarder par là, alors que si tu veux regarder tout droit, c'est compliqué. Je sais pas. Écoutez, je ne suis pas un oiseau. Ce sont surtout ces ailes larges et arrondies, noires et barrées de blanc qui attirent l'attention, ainsi que leurs battements particuliers. Ils n'ont pas de dimorphisme sexuel. Morphisme, bien sûr. Qu'est-ce qu'un dimorphisme sexuel? Bon, entre deux sexes, il y a des différences. Au-delà des différences qui sont généralement et pas toujours évidentes,
sachez qu'il y a pas mal d'animaux qui font se poser de fameuses questions, parce que soit les organes génitaux sont à l'intérieur, auquel cas on peut pas voir, soit ils se ressemblent beaucoup, parce que c'est possible. Voilà, sachez-le. Ici, en tout cas, il n'y en a pas. Donc, il y a évidemment bref, l'oiseau égale cloaque, mais c'est pas de ça qu'on parle. Les dimorphismes sexuels, au-delà des différences sexuelles évidentes, c'est une légère différence selon le sexe. Voilà. C'est-à-dire, chez certaines espèces d'oiseaux, par exemple, vous avez un mâle qui va avoir un bec jaune ou rouge, ou voilà, pendant que la femelle va avoir un bec d'une couleur différente, d'une même espèce. Mais voilà, selon le sexe, le bec va être de couleurs différentes. C'était les bucorves qu'on avait vu, qui avaient, pas celui du sud, plutôt celui celui du sud aussi, mais celui d'Abyssinie. C'est des régions qui avaient, c'est en Afrique aussi d'ailleurs, hein, je crois, qui avaient la peau du cou et une partie du bec qui changeait de rouge à mauve selon si c'était un mâle ou une femelle. Les femelles avaient le cou plus mauve, je crois, et les mâles avaient le cou plus rouge. Voilà. Un truc comme ça. Bref, chez eux, chez la huppe faciée, il n'y a tout simplement pas de dimorphisme sexuel net. On ne va pas vraiment savoir différencier, à moins de les regarder là où il faut regarder. On ne saura pas tellement savoir si c'est vraiment un mâle ou une femelle. On ne sait pas. La femelle est simplement un peu plus petite que le mâle. Et plus petite et plus pâle que le mâle. Donc elle est plus petite et plus claire, quoi, mais... Voilà, blanche. La femelle, machin, le juvénile, donc le bébé, ressemble à la femelle en plus terne, avec la huppe et le bec plus court. Bah oui, logique, il est petit. Il va pas avoir un bec de la même taille, hein. Bref. En gros, le juvénile ressemble à la femelle, mais en plus petit, quoi. Logique. Et la femelle ressemble au mâle. C'est pas évident, hein. Quoi, comment on fait? Le chant est tout à fait typique, et fait partie du paysage sonore de bien des campagnes au printemps. Il est composé de 3 notes égales répétées et pouvant se traduire par ça. Attendez que j'aille vous chercher le cri, parce qu'on l'avait tout à l'heure. Il est ici. C'est le cri aigu, hein, pas le cri du chien derrière. Et effectivement, ça ressemble à un piou-piou d'à peu près n'importe quel oiseau. Hein. La phrase est répétée, machin, tout ça. Le huppe facié est une espèce qui a 3 exigences pour être présente en période de reproduction. Si vous voulez l'avoir baisé chez vous, il y a 3 trucs à respecter. D'une part, un milieu ouvert à semi-ouvert. Donc, il faut un endroit vaste et ouvert, je sais pas quoi vous dire, mais il faut vaste, quoi. Un sol facilement accessible, nu ou facilement en herbé ou en herbé, je sais pas. Bref, il faut soit qu'il y ait pas grand chose, soit qu'il y ait de l'herbe. Elle apprécie les espaces avec de grands mammifères comme les prés pâturés par le bétail. Donc des grands prés, typiquement, c'est des grands champs ouverts avec de la pelouse partout, ils sont contents. Ou encore la savane et ses grands herbivores. Plus largement, elle peut fréquenter tout secteur de prairies pâturées suffisamment vaste, les landes sablonneuses, la steppe, le vignoble, les vergers pâturés ou les sols ou à sol dégagé. Vergers pâturés ou à sol dégagé, par exemple, les oliveraies dont les arbres sont riches en cavités, plein de trous, le bocage tel qu'il existait autrefois en France était une forme idéale. Pour la nidification, un vieil arbre avec des cavités fait l'affaire. Ce peut être un arbre isolé ou un arbre inclus dans un élément structurant du paysage, comme la haie arborée, le bosquet, enfin des bosquets, des parcs, des vieux vergers, des ripisylves, je connais pas ça, des arbres plantés du bord de la route et des voies d'eau. Une falaise naturelle ou artificielle, un talus, une berge abrupte, des cours d'eau, peuvent aussi être choisis. Mais souvent, c'est une vieille construction ou une ruine, une vieille bergerie par exemple, qui choisit qu'elle soit isolée en pleine campagne ou située dans une périphérie de village ou d'un hameau. Un simple tas de gros cailloux et d'épierrements peut convenir à l'occasion, comme pour la chevêche d'Athéna, la fameuse, hein, ça. Les deux espèces se côtoient fréquemment. Donc elles se connaissent bien, elles sont potes. Enfin, elles sont potes, je sais pas, mais en tout cas, elles se connaissent bien. Trait de caractère. Le retour des migrations des huppes européennes a lieu de fin mars à mai. Le chant du mâle est le signal de leur arrivée et le meilleur indice pour repérer ces oiseaux. Ils réoccupent tout de suite leur territoire délaissé en fin d'été et reprennent leurs bonnes vieilles habitudes. La huppe n'est pas un oiseau très farouche.
vis-à-vis de l'homme. Donc elle vous laisse pas trop approcher, mais en vrai ça va quoi, elle est chill. Elle peut même se montrer très anthropophile, donc elle aime bien les humains, dès le moment où on la laisse tranquillement vaquer à ses occupations. C'est un pigeon quoi. C'est un pigeon. Elle peut même élever sa nichée au cœur d'un village. Elle peut faire son nid en plein milieu d'une ville quoi. Ce n'est pas un oiseau grégaire. Enfin, une ville, non, mais un village, parce qu'un village, c'est plus chill, il y a moins de structure. Ce n'est pas un oiseau grégaire, elle ne vit pas en groupe. Les couples se reproduisent séparément sur des territoires bien définis, mais si le milieu est favorable, 2 nids peuvent être proches l'un de l'autre. En gros, ils ont des apparts pas trop loin, mais ils font pas de coloc. À part avec le petit, jusqu'à, pendant genre 20-30 jours, jusqu'à ce qu'ils foutent le camp, en gros. On observe des groupes familiaux dans les secteurs d'alimentation. La huppe est un oiseau assez exigeant en termes d'habitat, elle se nourrit de gros insectes et de larves dans les populations ont tendance à régresser dans les campagnes soumises aux pesticides et autres désherbants. Bon, on l'a déjà dit, elle bouffe des insectes, mais on n'arrête pas de tous les tuer, compliqué. La présence de huppes de nos jours est un indice de bonne santé écologique. En gros, le territoire sur lequel elle se reproduit, généralement, il est vivant, quoi. Alors que forcément, vous la trouverez moins dans un terrain qui a été bourré de pesticides, où on a coupé tous les arbres pour faire des prés, etc. Là, c'est moins bien, quoi. Le départ en migration post-nuptiale est précoce. Dès le mois d'août, comment j'appelle ça, moi ? Cet oiseau, voilà, peut être observé jusqu'en octobre. Non, je ne dirai pas le mot. Lorsqu'on voit voler une huppe, on a l'impression de voir un grand papillon, et ceci est dû aux ailes larges et arrondies, très marquées de noir et de blanc. Les battements rapides, alternant avec des phases ailes fermées, donnent... Ah oui, donc ils ferment les ailes en vol. Normalement, les oiseaux, ça fait tac-tac, mais ça colle pas les ailes au cul, là. Bah, chez eux, si, en plein vol. Ça fait pas genre 2 fois plus d'efforts ? Du coup, c'est littéralement des oiseaux comme dans Flappy Bird, en fait. Hop. Bah, pour ceux qui ont la rêve de... Parce que là, maintenant, ça commence à devenir un peu vieux et un peu totalement mort aussi, hein, mais bref. C'est comme dans Flappy Bird. Ils font des... Hop là, ils font des bonds dans le ciel, en fait. Plutôt que de faire un vol continu, quoi. Qui donne un aspect au vol qui est onduleux et saccadé, c'est ça, hein, parfois un peu erratique ou hésitant. Bien qu'on s'attende généralement à observer chez un oiseau migrateur des ailes longues et fines, il peut convenir que ce n'est pas le cas de la huppe, dont certaines populations sont migratrices et dont les capacités de vol longue distance sont bien réelles. Donc généralement on trouve des ailes longues et fines, chez lui elles sont bien larges et bien grandes et on sait pas trop pourquoi. Parce que c'est pas courant. Notons que ces déplacements migratoires sont nocturnes, ce qui la met à l'abri de la prédation des rapaces diurnes qui vivent le jour. Pourtant, on a dit qu'elle était plutôt... qu'elle vivait plutôt le jour. Hein. J'avais dit que c'était un peu tendance... Ça avait tendance à... Hein, c'est pas toujours... Ça change parfois. Voilà. Ça mange quoi ? Bon, on l'a déjà dit 200 fois. Insectivore, se nourrit au sol. Ah oui, ça se nourrit au sol dans le sens... Ça peut choper des insectes en plein vol, mais généralement, ça les cherche en fouissant dans le sol, en creusant des trous, ou dans les arbres. Et oui. Dans les trous des arbres. Ces proies sont surtout de grosses larves d'insectes dégueulasses, en particulier des coléoptères, comme les vers blancs, mais aussi les imagos eux-mêmes, comme des grillons et des courtilières, les larves de tipules, les larves de fourmis et même des vers de terre. Ils ne sont pas des coléoptères, mais ok. Bien sûr, elle peut aussi prélever ses proies à la surface du sol. Ce régime est celui des adultes comme des jeunes. Ils bouffent tous pareil de la même manière, quoi. C'est un oiseau qui a absolument besoin d'une entomofaune riche. Entomo pour les insectes, entomologie, entomologue, etc. Et enfin, je crois que c'est ça les mots. Il y a entomo. Si, c'est ça, je sais plus. Bref, voilà. Et donc l'étude des insectes. Donc, il a besoin d'une faune des animaux. Les insectes. Voilà, il a besoin des insectes dans son environnement. Évidemment, il passe son temps à les bouffer, donc il a besoin d'une entomofaune riche et diversifiée pour se maintenir. La présence d'un couple de huppes sur un territoire est donc un très bon indice de la valeur écologique de ce territoire. Le huppe facier est monogame et territorial. Bon, encore une fois, monogame, on se sait, mais bref. Territorial, ben on l'a compris, hein, on l'a lu plein de fois. Le mâle matérialise et défend son territoire de son chant sonore. Voilà, il chante très très fort qu'il faut pas venir chez lui. De son arrivée un peu plus tardive en principe que celle du mâle, la femelle s'investit dans la reproduction.
La nidification est cavernicole, c'est-à-dire qu'elle recherche une cavité pour établir son nid. Elle peut en trouver soit dans les vieux arbres, soit dans le bâti humain. Voire dans la partie habitat, plus haut. Oui, donc on l'a déjà lu quoi. Une ancienne loge de pic vert dans un fruitier ou un trou dans un vieux mur sont des situations fréquentes. Du moment qu'il y a un trou dans une grosse structure, ça lui va quoi. La femelle dépose à même le substrat du fond de la cavité sans après. Ah oui, donc même rien à foutre de faire un nid en fait. Juste, il y a un trou, je ponds les œufs là et puis c'est bon. On va pas s'emmerder à commencer à faire des nids, des beaux trucs bien foutus. Non, c'est bon, t'inquiète. On s'en branle. Donc elle pond 5 à 7 œufs gris dans un trou qu'elle couvre pendant 16 jours environ, ravitaillés par le mâle. Les poussins s'envolent à l'âge de 4 semaines environ, laissant derrière eux ce que certains ont nommé un cloaque. Cavité qui sert de débouché commun aux voies intestinales, urinaires et génitales. Ah oui, on est d'accord, hein, c'est le trou commun des oiseaux, disons. Ça marche pas dans la phrase que je viens de lire. Les poussins s'envolent à l'âge de 4 semaines environ, laissant derrière eux ce que certains ont nommé un cloaque. Mais on peut pas... Vous comprenez pourquoi je bug ou pas? On peut pas laisser son... C'est comme si je laissais, mais... C'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un truc que j'ai pas compris. Non, à mon avis, le mot, il a d'autres significations, ça peut être que ça. Donc à cause de l'odeur qui se dégage du nid, parce que ça pue la mort, puisqu'on rappelle que pendant la période où les petits se développent, tout le monde, mère comprise, commence à sentir la mort parce qu'il y a leur glande quelque part qui est sécrétée pour sentir la mort, pour décourager les prédateurs et les parasites. Donc voilà, quand ils foutent le camp de leur nid, il sent violent, et donc on appelle ça un cloaque aussi. Ok. Ils vagabondent encore un certain temps dans les environs du nid, et dès le mois d'août, ils foutent le camp. Les huppes européennes n'élèvent annuellement qu'une seule nichée, donc par an ils font qu'une seule nichée, mais ils font quand même 5 à 7 petits. Rappelez-vous, les oiseaux, souvent, s'ils font plusieurs petits, comme beaucoup d'êtres vivants, c'est parce qu'il y en a souvent qui finissent par crever. Donc il n'y en a pas 5 réellement à 7 qui vont survivre et faire leur vie dans la nature. Hein. Il y en a plusieurs qui vont malheureusement pas s'en sortir. Le huppe facié a, dans l'ancien monde, une très vaste répartition, qui allait de l'Atlantique et ses îles jusqu'au Pacifique russe. Elle manque aux îles britanniques et à la Scandinavie d'un côté, au Japon de l'autre. En Afrique, elle occupe le Maghreb et une bande subsaharienne continue qui va du Sénégal à la Somalie, de l'extrême nord du Kenya avec quelques isolats, au nord dans le sud algérien, le sud libyen et en Égypte, au sud dans une petite bande allant du Cameroun à l'Ouganda. Plus au sud, elle est remplacée par une autre espèce, qu'on vous citera pas parce qu'on s'en fout, ou alors il parle d'une sous-espèce peut-être. Ah bah oui, la version du sud. Ils ont dit qu'il y avait la huppe du sud de je sais pas quoi là, donc ça doit être celle-là. Une autre sous-espèce, à l'est, elle occupe tout le sous-continent indien, le Sri Lanka inclus, et toute l'Asie du Sud-Est, mais elle manque à l'Indonésie et à l'Océanie, où elle n'a pas son équivalent. Les populations africaines, indiennes et du sud-est asiatique sont sédentaires, tandis que celles de l'Eurasie tempérée sont migratrices et vont hiverner au sud, dans le sud de l'Espagne, et au sud de la Méditerranée, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans la péninsule arabe pour la majorité des piou-piou européens. Maintenant, ces protections, bon, a priori on a compris, hein. Ah mais j'ai eu des trucs cool. Globalement, la huppe faciée n'est pas menacée. Pas trop. Néanmoins, il faut signaler les restrictions d'air, en particulier en Europe de l'Ouest, où la population décline depuis le 19e siècle. Ça fait un bout de temps quand même. Et ce déclin semble se poursuivre en dépit des modifications du climat qui, en principe, devraient favoriser cet oiseau thermophile. Or, ce n'est pas vraiment le cas. La raison majeure en est probablement l'appauvrissement généralisé de l'entomofaune et des écosystèmes agricoles en sens large. Alors oui, il fait plus chaud, et ça tombe bien, parce que cet oiseau, il aime bien quand il fait chaud. Le problème, c'est que tous les insectes du coin sont morts. Pas tous, une grosse partie seulement. Donc ça craint. Oui, il fait plus chaud, donc l'oiseau peut revenir, mais il n'y a rien à bouffer, qu'est-ce que tu veux qu'il foute là? Il va s'en aller. Donc évidemment, le réchauffement climatique, ça craint. Voilà. La raison majeure en est probablement l'appauvrissement généralisé de l'entomofaune, donc des insectes, des écosystèmes agricoles au sens large, dont l'oiseau dépend entièrement pour sa survie, parce qu'il mange que ça. La raréfaction de gros insectes qui affectent également d'autres oiseaux, comme les pilles grièches, est une conséquence directe de l'emploi massif et généralisé de pesticides, non seulement en agriculture, mais également par les particuliers, aucun milieu n'y échappant vraiment parce qu'on est vraiment très très con.
De plus, l'habitat traditionnel de la huppe, le village avec ses vieilles maisons, son bocage, ses vergers et les pâtures périphériques, ses petits jardins sont intrants. Sans intrants, je sais quand même pas ce que ça veut dire, mais ok. Ces petits jardins sans intrants tendent à régresser par manque d'entretien. L'habitat lui-même est rénové, privant la huppe de sites de nidification. La pose de nichoirs peut décomposer ce manque, encore faut-il y penser. Et c'est en partie pour ça qu'on pense que la huppe faciée est revenue à Genève, en Suisse. C'est parce que on a foutu tout le territoire en l'air partout, l'agriculture, le poison, on a abattu les arbres, bref. Mais on a recommencé à poser des nichoirs. Donc on suppose que c'est pour ça qu'elle est un peu plus présente. Oui, je retrouve pas l'endroit où c'est dit là, mais... Bref. Les populations de huppes faciées sont en hausse dans le canton de Genève, mais l'oiseau reste constamment menacé par les visiteurs, par les promeneurs et les photographes qui cassent les couilles. Voilà. Merci de les laisser tranquilles. Et donc oui, la pose de niche, quand tous les endroits où elle pourrait nicher ont été détruits ou réaménagés, c'est pas con, mais déjà, il faut y penser. Ensuite, il faut espérer que le climat soit propice à ce qu'elle soit là. Et enfin, malgré le réchauffement climatique qui réchauffe et refroidit à certains endroits de la planète, au-delà du dérèglement climatique, ça peut aussi être un problème d'ailleurs. Il y a en plus le fait que il y a pas de bouffe. S'il n'y a pas de bouffe, elle va pas rester. Hein, donc bon, voilà. Il faut les insectes. Voilà. Il faut, pour qu'elle vienne faire sa niche, un grand terrain vague. Des crevasses pour qu'elle puisse faire son nid. Et des plantes et des insectes, du coup, pour qu'elle puisse bouffer. Et oui. Voilà, voilà. Et donc c'est ça. C'était ça pour... Tu es là, ici. La huppe faciée. Il y a une vidéo ici, on va essayer de la mettre, mais je garantis rien parce que mon PC, parce que voilà. Tac. On termine ce journal en compagnie d'un petit oiseau qui fait son grand retour dans le canton de Genève. La huppe faciée, cet oiseau au plumage orange, se laisse de plus en plus souvent apercevoir alors qu'il avait disparu dans les années 70. On fait plus ample connaissance. Vitold Langlois. La huppe faciée est un oiseau rare en Suisse. On l'identifie facilement avec son plumage aux couleurs orangées et zébrées, son long bec fin et courbé, et surtout grâce à sa huppe majestueuse. En vol, le déploiement de ses ailes évoque un gros papillon. Son cri est unique, elle pupule. Et c'est vrai qu'elle a... C'est vrai elle plie totalement les ailes sur son corps et du coup ça fait des mouvements plus saccadés. Si vous regardez bien sur les images là. Et surtout grâce à sa huppe majestueuse. En vol, le déploiement de ses ailes évoque un gros papillon. Son cri est unique, elle pupule. La huppe faciée est cavernicole et se nourrit essentiellement d'insectes et de vers. L'oiseau, beaucoup plus courant tout autour de la Méditerranée, avait disparu du canton de Genève au milieu des années 70 et a refait surface en 2006. Un timide retour en campagne genevoise que l'on doit en partie au réchauffement climatique, mais surtout à diverses actions cantonales et nationales de protection de son habitat. Le groupe ornithologique du bassin de Genève pose des nichoirs à huppes et effectue l'inventaire de sa population depuis plus de 10 ans. On se réjouit évidemment du retour de la huppe faciée dans le canton de Genève, mais il faut quand même rester prudent. Hein. On parle entre 10 et 20 couples qui se reproduisent dans le canton. Ça fait une population encore très très faible. Vulnérable et craintive, la huppe faciée possède toutefois un moyen de défense redoutable pour faire face aux prédateurs comme certains mammifères et les serpents. Elle émet de son croupion une substance nauséabonde et poisseuse d'une efficacité sans pareille. Les populations de huppe faciée sont en hausse dans le canton de Genève, mais l'oiseau reste constamment menacé par les visiteurs, promeneurs et photographes trop intrusifs. Si par chance vous observez une huppe faciée, gardez vos distances, ne touchez pas son nid et pensez à signaler sa présence. Oui. Et donc voilà, c'était ça pour la huppe faciée.
Voilà, voilà. Donc, un piaf qui avait disparu il y a un moment, enfin, qui est très répandu dans le monde, mais qui avait disparu de certaines régions, et qui est reviendu après 50 ans d'absence. Ça, c'est cool. C'est très cool. Voilà. Un oiseau qu'il faut pas faire chier. De manière générale, n'allez pas faire chier les quoi que ce soit. Allez pas faire chier les gens, les animaux, ce que vous voulez. Ça craint. Faites pas ça. Si vous voulez prendre des photos, faites-le de loin et discrètement. Et en ce qui concerne cet oiseau-là à Genève, ne le faites pas. Laissez-le tranquille et prévenez, je ne sais pas qui, j'imagine des autorités, ou il doit forcément y avoir des institutions à prévenir, que vous avez aperçu le piou-piou. Voilà. Parce que ce serait utile pour la base de données, pour savoir combien ils sont, à quel point ils se reproduisent. Voilà. Donc voilà. Allez, quoi. Et donc ce sera bien, voilà, éviter de les faire chier, éviter d'emmerder le monde, éviter d'aller détruire leur environnement, bref. Voilà. Mais l'espèce, c'est cool qu'elle revienne, c'est bien. C'est cool, faut juste espérer qu'elle puisse rester, qu'on détruise pas tous les trucs dont elle a besoin, qu'on ne bute pas les insectes et tout. Mais bref, c'est cool que le piou-piou soit revenu. Et je trouve ça cool en vrai que l'oiseau que je voyais dans Kirikou quand j'étais petit existe aussi ailleurs qu'en Afrique, alors que j'avais fort l'impression qu'il existait que là-bas, quoi. Donc voilà. Donc c'est cool, voilà. Ça me rend joyeuse. Bref, je suis claqué. Il est 17h32, ça fait 1h25 que je stream, je pensais même pas faire autant, je fais un petit live de 40 minutes et puis je cut. Finalement, j'ai fait à peu près la même chose que d'habitude. Bravo à moi, mais je vais vous laisser là, voilà. Je suis fatigué et fatigué. Donc, voilà. Du coup, voilà. Ciao, bonne soirée. Je vais pas dire à demain parce que je stream sûrement pas demain, mais à bientôt, voilà. Et puis voilà, on va parler d'autres trucs bizarres. J'ai retrouvé j'ai trouvé plein de trucs dans ma liste. Si vous avez des suggestions en plus de ça, n'hésitez pas à me les transmettre, que ce soit par le chat, par les commentaires YouTube, par mon adresse mail pro. Et tous ces trucs-là qui sont sur ma page Twitch et sur ma page YouTube, vous trouvez tout ça partout. Sur Twitch, il y a aussi la Suggestion Box, c'est une extension que vous pouvez, qui est accessible depuis la page d'accueil, dans À propos, et vous pourrez aller compléter. Alors, c'est des messages qui sont visibles de tout le monde, c'est littéralement une vitrine que tout le monde peut voir. Donc voilà, si vous n'avez pas envie qu'on voit vos messages, les envoyez pas dans la Suggestion Box, envoyez-les plutôt par mail. Et puis voilà. Ouais. Sinon là, j'ai encore plein de trucs, des chauves-souris, des reptiles, des bactéries, des virus, des mollusques, des oiseaux encore, bref, plein de trucs qui sont assez cool. Voilà, vous verrez bien. J'ai un peu hâte qu'on parle de tout ça. Mais pas aujourd'hui parce que je suis flingué. Donc voilà, on va faire ça une autre fois. Rappelez-vous, sachez plutôt qu'il y a les arrêts qui vont sortir bientôt. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est des formats courts de ce que je fais ici. C'est-à-dire que j'essaye de réexpliquer, de vulgariser avec humour en 3 minutes, max, des concepts un peu compliqués qu'on a déjà vus sur la chaîne. Voilà. Arrêt, A-R-E. C'est une playlist à part sur YouTube, allez la voir. Des formats courts donc où je fais des mini pixel art, des dessins quoi, et que voilà, c'est des mini trucs PowerPoint quoi en gros. Je fais ça, je monte ça sur mon téléphone, c'est un peu nul, mais voilà, le son est pas trop mal, la musique est bien gérée, le niveau du son est pas trop mal, et apparemment c'est bien. Voilà, des avis que j'ai pu avoir, les gens trouvent ça bien, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Le but c'est que ce soit compréhensible pour tous en fait. Donc voilà, si ça ne l'est pas, il va falloir que je me remette en question. Jusqu'ici, ça a l'air de l'être. Donc voilà, même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par les sciences ou que vous y connaissez pas spécialement, vous pouvez toujours aller voir, ça va être bien. C'est pas long, 3 minutes max, hein, j'ai dit. Voilà, j'ai parlé d'un arbre et d'une... Alors c'est une limace de mer. Voilà. C'est un peu compliqué à vous définir, c'est pas une limace, mais oui, c'est un peu comme une limace quoi. C'est un peu le même style. Les deux font des trucs chelous, hein. Je vais souvent partir de caractéristiques bizarres et essayer d'expliquer tout le pourquoi du comment. Voilà. Et là, pour le prochain, je vais pas vous dire sur quoi je bosse, mais on va parler de pieds. Et oui, on va parler de pieds. Donc, voilà, pas de pieds chez les humains. Hein. Généralement, je parle pas beaucoup des humains parce que ça me fait chier, mais vas-y, le monde vivant, c'est cool. Donc, on parle surtout de ça.
Voilà, des petits formats courts, rigolos, vulgarisation, musique, dessin, voilà. Des dessins pas trop claqués, je veux dire. Quand même, ça va, mais c'est pas du tout des trucs pro. Mais voilà, ça va. Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. C'est cool. Voilà. Donc, si vous avez envie d'apprendre des trucs sur des espèces insolites, eh ben, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Je vais continuer à en sortir. Seulement, c'est compliqué. Ça me prend énormément d'énergie et pas mal de temps aussi. Donc, voilà. Mais je bosse dessus. J'ai pas mal avancé depuis hier. Donc, voilà. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Moi, sur ce, je vous dis bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bonne année, tout ça. Et puis, ciao.